Je ne suis pas sûr d'être aussi constructif que Carlo, parce que nous sommes dans une situation, je pense que c'est le moment dans lequel nous sommes, qu'il faut que nous apprécions de façon précise. Nous sommes dans une situation un peu confuse, qui fait suite à plusieurs années de transformation fondamentale des modes de collectifs de mobilisation, de leur forme, de leur subjectivité politique, une transformation fondamentale qui a continué à cohabiter avec des formes anciennes. Et dans ces cas-là, on a du mal à regarder le nouveau, et on a du mal à regarder le nouveau autrement que par la différence qu'il y a avec l'ancien, alors qu'il faut regarder le nouveau par ce qu'il porte et la construction totalement nouvelle, tout à fait étrange, qu'éventuellement il nous présente. Alors c'est confus. Moi, je prendrai deux exemples, si vous voulez, dans l'année 2011. Si on prend un pays comme l'Angleterre. Grande-Bretagne a commencé l'année avec des émeutes étudiantes, violentes. Le siège du Parti conservateur a été mis à sac. La voiture du prince de Galles a été attaquée. C'est un drame national. Au printemps, la mobilisation de forme syndicale contre les mesures d'austérité s'est terminée parce que la presse a appelé la bataille de Trafalgar Square, c'est-à-dire par un affrontement assez sérieux avec les forces de police. Cet été, après la mort violente dans laquelle la police est largement responsable, semble-t-il, parce que c'est quand même eux qui l'ont tiré dessus, d'un jeune à Londres, l'Angleterre a connu des émeutes relativement courtes, 4 jours, mais enfin quand même dans plusieurs villes, et beaucoup plus violentes que celles qu'on avait connues en France en 2005. Et puis maintenant, les tentes se sont installées devant Saint-Paul, prenant part à ce mouvement général dont je vais parler dans 2 minutes, qui est le mouvement occuper la City, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre tout ça ? Subjectivement, pas grand-chose. Si on allait demander, c'est une enquête que j'aimerais bien faire, à ceux qui aujourd'hui occupent la City, en tout cas les marches de Saint-Paul, ce qu'ils pensent fondamentalement de la portée révolutionnaire des actes de vandalisme et surtout de brigandage, enfin de vol, qui a eu lieu en août à Tottenham, je ne suis pas sûr qu'ils aient une vision très très positive. Or, moi, mon hypothèse, c'est que tout ça relève des mêmes transformations, ou en tout cas prend la place de formes collectives de mobilisation auxquelles nous avons été habitués, et pour cause, parce qu'elles ont duré quand même pendant 2 siècles, grosso modo, et qu'elles se sont effondrées. Et dans cet effondrement, sur lequel je voudrais revenir, pour voir à peu près quel point on en est aujourd'hui, d'autres formes ont pris cette place pendant les 10 années qui viennent de s'écouler. La forme principale qui s'est développée depuis 10 ans, c'est la forme de l'émeute, de l'affrontement direct, sans mots, sans revendication explicite, avec un pouvoir, dans des situations d'une très grande diversité. Ça peut être comme à Kampala hier à cause des coupures d'électricité. Ça peut être comme en Angleterre à cause de la mort d'un jeune, mais ça a été le cas 42 fois dans le monde en 2010 et déjà une bonne trentaine de fois en 2011. Ça peut être sur des questions de commerce informel et de répression du commerce informel dans la ville. La question de la rente est quand même pas très très loin. Donc voilà, ce sont des situations extrêmement variables, mais dans des formes identiques. D'un bout à l'autre de la planète, sans que les gens le sachent, ils font les mêmes gestes, ils font les mêmes choses. Voilà. Ça a duré 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas dit que ça allait s'arrêter. Mais ça fait 10 ans que ça dure, et de façon expansive. C'est-à-dire que on en compte environ 250
En 2008, on en compte 500 et quelques en 2009, 1248 en 2010, et j'en suis à plus de 2000 en 2011. Voilà. Le moment 2011 me semble tout à fait particulier. C'est ça à mon avis qu'il faut bien identifier, parce que ça se télescope sans en être le résultat, mais ça se télescope avec la crise de la dette de façon avec des résultats exponentiels. Le moment 2011, il commence en fait au 17 décembre 2010. Il commence avec la mort de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, dans des circonstances où, tiens, encore une fois, la police est impliquée. Alors là, ils ne l'ont pas directement tiré dessus, mais enfin, ils sont quand même largement responsables de son suicide. Ça commence donc comme une émeute urbaine, je dirais comme la ministre Alliot-Marie à l'époque semble le penser. D'une certaine façon, elle n'a pas complètement tort, de son point de vue. C'est-à-dire que ça ressemble à une émeute comme à Villiers-le-Bel. Bon. Sauf qu'il se passe quelque chose, il se passe deux choses essentielles. Qui est que, cette fois-ci, et contrairement à ce qui se passe la plupart du temps en Europe, notamment des pays comme l'Angleterre et la France, les jeunes des classes populaires qui s'affrontent directement à la police ne se retrouvent pas tout seuls. Ils agrègent autour d'eux d'autres jeunes et d'autres générations. Ça, c'est un point essentiel sur lequel je reviendrai en ce qui concerne l'Europe. Ce non-isolement de la jeunesse populaire, parce que ce non-isolement de la jeunesse populaire fait que l'on passe de l'émeute muette à la parole, à l'expression d'exigence sur l'État, même si ça peut paraître frustre, mais en tout cas, ça marche, parce que le dégage, il a eu un effet, il a dégagé. Donc ça amène à quelque chose que l'émeute ne connaît jamais, qui est la victoire. L'émeute est un affrontement par nature non stratégique, parce qu'on ne gagne pas, et on le sait à l'avance qu'on ne gagne pas, et qu'on va en prendre plein la figure. Là, ça change. Ça a un effet, en Égypte, un petit peu de la même façon, pas tout à fait, mais un petit peu de la même façon. Alors, c'est un moment important qui, à mon sens, au moins autant que la crise de la dette, détermine l'effet de mobilisation au nord de la Méditerranée d'abord, sous l'intitulé Indignados, ou Indigné en grec, je ne sais pas comment ça se dit, ou Indignati en Italie, reprenant un terme français et le titre d'un ouvrage français peut-être, mais reprenant des formes de mobilisation, collective qui sont largement inspirées des formes qui ont réussi de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a un effet Méditerranée là au fond un petit peu. Alors ces formes qu'on va retrouver de l'autre côté de l'Atlantique avec Occupy Wall Street, mais qu'on trouve aussi dans d'autres pays, c'est moins connu, mais il se trouve que j'y étais au mois de juin et je les ai fréquentés avec le mouvement Y en a marre et les mobilisations du mouvement Y en a marre au Sénégal. Ces formes ont des points communs par-delà les situations nationales dans lesquelles elles s'inscrivent. Mais elles s'inscrivent dans des situations nationales en même temps. Donc, parmi les points communs, il y a quelque chose de tout à fait essentiel. Moi, je pense que depuis que je les regarde, je pense que, comme l'émeute est muette, ce qu'il faut regarder, ce sont les gestes des émeutiers, parce que ce sont leurs actes qui parlent. En l'occurrence, même quand la mobilisation n'est pas muette, les actes parlent. Et ce mouvement, dont on ne sait pas si on doit l'appeler le mouvement des indignés ou le mouvement Occupy Wall Street, appelons-le tout simplement le mouvement des places. C'est un mouvement d'occupation d'espace public, d'occupation symbolique. Non, il ne s'agit pas d'aller prendre d'assaut le palais d'hiver, il s'agit de prendre sa place. Avec là-dessus des slogans qui sont « on prend la place qu'on a et on est 99%. On prend notre place. On montre qu'on prend notre place. » Et le rapport à l'État, comme les Tunisiens, mais aussi quelque part comme les émeutiers depuis une dizaine d'années, le rapport à l'État n'est pas un rapport stratégique. Ce n'est pas un rapport qui est dans une démarche de prise de pouvoir.
c'est dans une démarche d'exigence, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hier, c'est les trompettes de Jéricho sous les murs de Jéricho, sauf que les trompettes de Jéricho sous les murs de Jéricho, en Tunisie et en Égypte, ça a fait tomber les murs. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans la ville, d'ailleurs. Les jeunes ne sont pas forcément rentrés. Donc, cette posture-là, il faut, je pense, vraiment bien regarder comment elle s'organise, à quelle subjectivité elle correspond, parce que c'est la forme de mobilisation contemporaine pour la jeunesse du monde. Que ça soit dans des formes violentes, ou dans des formes pacifiques, ou dans des formes pacifiques qui deviennent violentes, parce que, le mouvement d'occupation, le mouvement des places, c'est un mouvement qui se veut non violent, mais qui est confronté à la violence, soit de la répression, soit de la colère, comme le 15 octobre à Rome, avec les indignés. Troisième grande caractéristique, c'est un mouvement qui refuse toute forme de représentation, toute forme de prise de porte-parole ou de parole légitime. De ce point de vue-là, on sent là qu'il y avait quelque chose qui avait anticipé là-dessus dans le mouvement altermondialiste il y a déjà 10 ans. Il y avait dans les textes du mouvement des forums, dans la charte de Porto Alegre, dans la pratique des forums, il y avait cette idée d'absence de représentation, de forme de décision au consensus, mais qui ne touchait que des militants déjà organisés, pour l'essentiel, qui participaient à ce mouvement des forums. Ce qui se passe avec les indignés espagnols, c'est un mouvement de masse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un mouvement de masse où l'immense majorité des participants, comme l'immense majorité de ces jeunes en Tunisie, et comme, je pense, l'immense majorité de ceux qui occupent quelques centaines de villes, des places dans quelques centaines de villes aux États-Unis, ne sont pas organisés et ne tiennent pas à être organisés. Alors, cette question de la représentation, du rapport au pouvoir et de la forme d'organisation me semble absolument essentielle. Et pour en comprendre la portée, je vais faire un petit détour sur un élément d'analyse qui me sert de boussole depuis plusieurs années. Voilà, je pense que qu'est-ce qui s'effondre dans les dispositifs politiques auxquels nous avons été dans lesquels nous avons grandi, dans lesquels nous avons agi, dans lesquels nous avons pensé pendant des décennies. Si ces mouvements-là refusent les formes de représentation, sont d'ailleurs très critiques vis-à-vis des formes actuelles de représentation, le point numéro 1 des propositions des indignés espagnols, c'est pas contre les banques, c'est contre la corruption de la politique, et contre la corruption des partis. Donc c'est même pas de l'indifférence, hein. Et les mobilisations de Y'en a marre au Sénégal, c'est contre la corruption aussi, et contre la corruption du pouvoir. Donc, s'il y a une telle insistance sur cette question de la représentation, allons regarder comment ça fonctionnait autour de la représentation. Et je vous livre une hypothèse qu'effectivement, ce qu'on a appelé la politique pendant 2 siècles, que ça soit dans des régimes démocratiques ou non, fonctionnait sur un double dispositif de représentation. Un double dispositif de représentation qui permettait de construire matériellement, objectivement et subjectivement du commun et de dessiner la figure de l'acteur, du sujet de ce commun, que ce soit à juste titre ou dans une illusion idéologique, celle du peuple. Donc, ce double mouvement de représentation, c'est la représentation du peuple, de la nation par l'État. L'État représente la nation, c'est de lui qu'émane sa souveraineté et c'est d'elle qu'émane sa souveraineté, son pouvoir et sa légitimité, d'une part, mais pour que cette nation construise son commun et son unité, il faut que ce qui la divise, ce qui la fait s'affronter à elle-même, puisse être symbolisable et représentable aussi, et on a quand même fonctionné, peu ou prou, sous des formes différentes, dans des subjectivités de classe, où des groupes sociaux se pensant comme des acteurs à part entière pouvaient être représentés par des formes qui étaient destinées à faire la médiation entre les classes et l'État, c'est-à-dire les partis. Voilà.
Je dis bien, cette forme de représentation, elle a fonctionné dans les systèmes démocratiques, mais aussi dans d'autres systèmes. L'idée que le Parti communiste de l'Union soviétique représentait la classe ouvrière a bien fonctionné subjectivement, même s'il était tout seul, hein, et même si ce n'était pas démocratique. Donc cette idée qu'on a des partis qui représentent des forces sociales était quand même fondatrice. Ces deux dispositifs de représentation, de façon liés peut-être, mais quand même un peu singulières chacun, se sont effondrés. Le premier d'entre eux, c'est celui de la représentation par les classes, qui a les effets qu'on connaît. C'est-à-dire que les partis n'ayant plus de force sociale à représenter sont de plus en plus intégrés au dispositif étatique, deviennent des agences de recrutement du personnel dirigeant et laissent complètement seuls, avec leur colère, leur injustice, leur frustration, leur souffrance, les gens. Alors certains vont dire les gens, Sylvain Lazarus va parler des gens, d'autres vont parler de multitude, un autre parlera de singularité quelconque, mais bon, on sent bien qu'il y a quelque chose une difficulté à construire du nous dans la conflictualité et à construire un nous qui, dans cette conflictualité, construise un nous plus large qui soit celui du peuple et des nations. Donc ça s'est effondré. Les effets les plus visibles, il y a d'abord un effet simple qui est la désaffection électorale, là où il y a des élections, ou la confusion électorale, là où il vient d'y avoir des élections, comme par exemple la Tunisie. Le fait d'accéder à la démocratie représentative aujourd'hui ne garantit pas que la représentation va fonctionner. La preuve. On peut dire, oui, mais ils n'avaient pas l'habitude, c'est pour ça qu'il y a eu une centaine de partis, etc. Mais enfin, la France, en 1789, quand elle sort de 1000 ans de monarchie absolue, elle se retrouve avec 2-3 partis, pas 100. Donc, il y a quand même une période, il y a une épistémée politique là, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc, ça, la désaffection électorale. Et puis, à partir du moment où il n'y a plus de représentation, il y a quand même cet énorme hiatus qu'on appelait autrefois l'espace public, mais qui n'est plus un espace public, puisqu'il n'y a plus de parole publique représentant ces souffrances, et il n'y a plus d'interlocuteurs à qui les adresser. Et c'est ce gap d'espace public qui produit des formes d'affrontement sur des questions extrêmement diverses dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pas la question en elle-même qui à la limite, va générer l'émeute, c'est le fait que cette question-là ne trouve plus de porte-parole, ne trouve plus de mots pour le dire, ne trouve plus d'interlocuteurs à qui adresser ces mots. Alors, pour autant, visiblement, le retour de la parole, avec le printemps arabe, le mouvement des indignés, ce retour de la parole ne restaure pas ce dispositif de représentation ancien. Donc on a bien quelque chose qui s'est arrêté, qui a donné ses effets. Autre chose est en train de se mettre en place. Jugeons-le pour ce qu'il est. Regardons ce qu'il est en train de construire. Il n'en est peut-être qu'un état archaïque, comme dirait Giorgio Agamben, mais bon, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà. La deuxième chose, c'est le dispositif, la représentation de la nation par l'État. Je suis assez, depuis longtemps, depuis quelques années, sceptique sur l'idée les États-nations s'effondrent. Les États, dans leur cadre national, les bureaucraties d'État, les formes armées de pouvoir qu'ils représentent, les formes de mobilisation de moyens financiers qu'ils représentent, sont bien les entités qui ont aujourd'hui géré la mondialisation et la mondialisation financière depuis 2 décennies au minimum. C'est donc bien là que ça se passe. Les États, dans leur échelle nationale, restent tout à fait présents. Et ils déterminent d'ailleurs des dispositifs, des situations nationales qui ont une très grande singularité et qui fait que même le nouveau dont je vous parle va se donner à voir et va se disposer de façon différente suivant le cadre national dans lequel il se dispose. Bien sûr, il y a un mouvement général, bien sûr, mais enfin quand même, le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis,
qui est en référence directe, non pas avec le livre de Stéphane Hessel, mais avec le Printemps arabe d'ailleurs, il n'a pas du tout les mêmes formes, il n'a pas la même subjectivité, il ne s'exprime pas de la même façon que les alignés espagnols, ou que les alignés italiens, ou que les alignés grecs. Voilà. Et puis, il y a des, c'est un gros problème, il y a des pays où ça ne marche pas. Voilà. Il y a des pays où ça ne marche pas. Ça fait je ne sais pas combien de fois que depuis 15 jours, 3 semaines, j'essaye de répondre à des journalistes qui me tendent un micro et me disaient vous savez, alors pourquoi ça ne marche pas en France? Le dispositif national y est pour quelque chose. Objectivement, tout est réuni, mais voilà. Ça, il faut y réfléchir. Donc, des États qui, dans un cadre national, gèrent la mondialisation, sont de plus en plus décalés par rapport à une légitimité nationale qui est celle d'un État national depuis 2 siècles, qui dit qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, qu'on considère que c'est justifié ou pas, mais c'est ça son discours de légitimité, je porte les intérêts communs. Je porte les intérêts communs. Bon, c'est de plus en plus évident qu'il ne porte pas les intérêts communs. Mais je dirais qu'avec la crise de la dette, et on y arrive, avec la crise de la dette, alors là ça se télescope vraiment, parce que il y a quelque chose, je crois, qui commence à être extrêmement visible, et ça c'est très important quand une évidence qu'il faut pourtant pour la démontrer, enfin qui se démontre avec beaucoup de travail, mais une évidence comme nos impôts ne servent plus à construire des écoles et à construire des autoroutes, mais vont directement engraisser les banques, ça commence à rentrer dans les têtes. Voilà. Mais ça, c'est terrible, parce que cette idée simple, c'est une transformation complète de la nature même de l'État du point de vue du regard que portent sur lui les gens. La question de l'impôt est quand même une des questions. Enfin, l'impôt est un élément fondateur d'un État moderne. L'idée qu'on mutualise des coûts, voilà, qu'on ramasse de l'argent et qu'on fait des choses pour tout le monde, enfin, la logique à la base du welfare, mais avant même le welfare. Cette idée-là est en train de s'effondrer. Subjectivement, elle est en train de s'effondrer. Donc, l'idée que pour régler le problème, il faille prendre la tête de cet État-là semble absolument, effectivement, un peu exotique dans ces circonstances-là. Qu'est-ce qu'on va faire à la tête d'un machin pareil? C'est pas ça qui va changer les choses. Ça résout pas le problème de dire ça, mais on voit bien que là, la politique ne peut plus avoir comme objectif la question de l'État en tant que prise de pouvoir. Subjectivement, ça devient impossible. En plus, mais ça ouvre à des choses extrêmement graves. C'est-à-dire, si vous voulez, il va de soi que ça fait s'effondrer la légitimité d'un pouvoir, et que donc, mais ça on le voit bien depuis une bonne vingtaine d'années, surtout depuis 10 ans, les pouvoirs, quels qu'ils soient dans le monde entier, sont à la recherche de légitimités alternatives. Et que ces légitimités alternatives sont des logiques de guerre. Ce sont des logiques d'affrontement, soit de guerre extérieure, soit de guerre intérieure. C'est-à-dire que l'État qui fonde sa légitimité pendant des décennies sur l'idée c'est moi qui rassemble, et sans moi vous êtes perdus, vous êtes comme les enfants de la tour de Babel, est en train de dire c'est moi qui est capable de dire où est la division dans la maison. C'est moi qui est capable de dire contre qui il faut faire la guerre. Alors, on a eu la version, pendant quelques années, on a eu la version c'est les étrangers, mais aujourd'hui, et on en a une version contemporaine en France, là tout de suite, en ce moment, faut séparer le bon grain de l'ivraie sur toute question sociale. Sur toute question sociale, il y a une réponse qui est la réponse de la police. Sur toute question sociale, il faut savoir qui c'est qui triche, qui c'est qui triche pas, qui c'est qui coûte pas, qui c'est qui est dans la légalité, qui est dans l'illégalité. La logique de la peur et de l'affrontement interne, Sarkozy est en train de nous le faire sur ce mode-là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un mode universel de confrontation qui s'appuie sur l'effondrement de l'idée de bien public, qui s'appuie dessus. Ça me semble tout à fait essentiel. Alors, pour terminer, doucement,
sur les enjeux, les enjeux actuels des mobilisations, moi, il me semble qu'il y a un enjeu absolument central. Si on pouvait en prendre conscience un peu, ça serait bien. Il y a deux modèles de mobilisation. Enfin, je schématise, hein, justement, parce qu'il faut bien arriver au bout. Si vous voulez, le modèle tunisien, c'est, je vous rappelle, une émeute urbaine autour de laquelle, les jeunes des quartiers populaires, les plus touchés par ces transformations de l'État et cet effondrement de la représentation politique, descendent dans la rue, affrontent le pouvoir, mais ils ne se retrouvent pas seuls, et autour d'eux, d'autres jeunes viennent se rassembler, puis d'autres générations, etc. Ça, c'est un modèle. C'est un modèle qui conduit à un mouvement de masse, qui conduit à générer de la parole, à générer de la proposition, à générer de la revendication, et à générer un affrontement qui ne soit pas un affrontement sans espoir. Sans espoir. On peut dire, il me semble que c'est aussi le modèle espagnol, que c'est aussi le modèle grec, pourtant, parler d'espoir, mais enfin bon. Il y a un autre modèle qui est le modèle des pays dans lesquels la jeunesse populaire, depuis des années, dans son affrontement avec le pouvoir, est désespérément seule. Et que d'autres pans de la société, d'autres jeunesses, se mobilisent, mais se mobilisent en écart de cette jeunesse populaire. C'est un peu le cas de l'Angleterre. C'est un peu le cas de l'Angleterre où, si vous voulez, les étudiants affrontent la police en janvier, les jeunes des quartiers populaires des grandes villes affrontent la police au mois d'août, mais il n'y a pas de synergie. Il n'y a pas de synergie du tout. Il y a au contraire une très grande méfiance de part et d'autre. La France, elle en est où là-dedans ? La France, elle en est où là-dedans ? Entre 2005 et 2006, j'étais extrêmement pessimiste, parce que quand même, les jeunes en 2005, entre le 27 octobre et le 15 novembre, se sont retrouvés désespérément seuls, même s'ils ont brûlé les voitures dans la France entière, désespérément seuls. Et le mouvement étudiant du printemps qui a suivi, le mouvement contre le CPE, on avait eu l'occasion d'en parler d'ailleurs dans un séminaire ici, le mouvement étudiant a regardé ces jeunes des quartiers populaires avec beaucoup de méfiance, et le mot est faible. Et le mot est faible, avec de l'hostilité. Et la peur. Voilà. Ce que j'ai observé du mouvement lycéen, parce que je pense que chez les plus jeunes, ça commence à bouger, ce que j'ai observé du mouvement lycéen au mois d'octobre de l'année dernière me rend un tout petit peu moins pessimiste. Pendant une dizaine de jours, au cœur de la mobilisation pour la défense des retraites, il y a eu une mobilisation lycéenne qui, comme souvent les mobilisations lycéennes en France, a été beaucoup plus musclée que les mobilisations étudiantes. Depuis quelques années, c'est comme ça. Voilà. Et ayant quand même mis mon poste d'observation, comme d'habitude, devant un lycée de banlieue pour voir, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues en 2006 du tout. J'ai vu effectivement une jonction entre la jeunesse des lycées et la jeunesse des quartiers, qui a eu comme effet qu'il y a eu un effet de leadership, non pas toujours dans les paroles, pas de mégaphone, etc., mais un effet de leadership physique dans on va vers les flics, et les jeunes des quartiers populaires étaient devant, mais les lycéens suivaient. Voilà, première chose. Et deuxième chose, on reste pas dans le quartier, on va en centre-ville. Ça s'est passé à Lyon, ça s'est passé à Dijon, ça s'est passé dans plein de villes. Même à l'intérieur des villes de banlieue, à Saint-Denis, ils sont allés au centre-ville de la même façon. Donc il y a peut-être des choses qui se passent en France, mais en l'occurrence, on est très loin des synergies qu'on a connues dans d'autres pays, ou qu'on connaît par ailleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais ça c'est dans le mouvement étudiant en Amérique latine depuis des mois, qui est une mobilisation de la jeunesse dans des formes émeutières de masse. Voilà.
je dirais pas wait and see, parce qu'il faut surtout pas attendre, mais je crois qu'il faut être très très attentif aux formes réelles de mobilisation et aux formes réelles de conscience qui se développent aujourd'hui, parce que c'est là qu'à un moment donné, une partie de ce qu'a dit Carlo pourra prendre corps. Voilà.